capsule pour ce cours-là. Ça m'a pris toute l'après-midi parce que je suis sûre que vous avez remarqué que là, la lumière est allumée et elle n'était pas tout à l'heure parce que plus ça va, plus il fait noir. Alors, il nous reste le DNA-MNA, c'est deux outils pour évaluer le risque de dénutrition. L'échelle de dépression gériatrique, puis je vais faire un petit retour sur les plaies de pression, puis comment qu'on les grade. Je sais que vous avez déjà vu ça, je vais juste faire un petit retour vraiment rapide là-dessus. Alors, le DNA, dépistage nutritionnel des aînés, ou le MNA, Mini Nutritional Assessment, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est en français puis l'autre est en anglais. C'est vraiment un outil qui nous permet de voir est-ce que notre patient ou notre bénéficiaire est à risque de dénutrition ou est-ce qu'il semble dénutri. Alors, le but, c'est de les aider avec leur alimentation si c'est ça le problème. Est-ce que c'est un problème de mastication? Est-ce que c'est un problème d'avoir accès à la nourriture? Est-ce que c'est un problème de se nourrir là, physiquement? Je vous ai envoyé en même temps le formulaire de MNA. Je vous demanderai de le sortir parce que, comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas capable d'aller le chercher à l'écran. Donc, on va l'avoir, en tout cas, moi, je vais l'avoir ici à côté. Alors, l'idée, quand on décide de faire un MNA, parce que est-ce qu'on fait un MNA à tout le monde? La réponse, c'est non. Un patient qui mange bien, qui perd pas de poids, qui n'a pas de problème de dysphagie, on va pas lui faire cet outil-là parce qu'il n'y en a pas de problème d'alimentation. Mais quand on a un nouveau patient qui nous arrive, on le trouve chétisse un peu, ou on le regarde manger et on a l'impression que son alimentation n'est peut-être pas tout à fait adéquate, ne serait-ce que dans ses choix d'aliments sur le plateau ou dans sa façon de s'alimenter. On va peut-être se dire, ben gars, je vais faire un petit MNA juste pour voir est-ce que c'est une idée que je me fais ou mon patient est vraiment à risque de dénutrition. Il y en a deux sortes. Celui que je vous ai mis, c'est la version courte, celle qui a juste 6 questions, parce que encore là, historiquement, en milieu hospitalier, ceux qui font les évaluations nutritionnelles plus complètes, la forme longue à 18 questions, ça va être la nutritionniste. La forme courte, c'est bon pour détecter, là, on a-tu un petit problème ou un petit risque, puis là, on voudrait qu'il soit évalué par un professionnel de cette voie-là, l'alimentation, la nutritionniste, ou si c'est correct, puis on peut continuer comme ça. Alors, le formulaire à 6 questions, je vous l'ai mis sur Léa. Puis, vraiment, ça pose des questions, là. Est-ce que vous avez de la difficulté, vous avez eu de la difficulté dans les 3 derniers mois à manger? Est-ce que vous avez eu une perte d'appétit, de la difficulté à mastiquer? Ça peut être en lien avec les dents. Les patients qui ont des prothèses dentaires qui ne sont pas bien ajustées, c'est difficile de manger. Est-ce que vous avez perdu du poids récemment? Puis là, on parle de perte de poids de plus de 3 kilos. Là, on commence à parler d'une grosse perte de poids. La motricité, est-ce que c'est un patient qui reste au lit ou au fauteuil toute la journée? Bien, ça, c'est des patients qui, rendus à la maison, ne vont pas s'alimenter parce qu'ils ne seront pas en mesure de se faire à manger, puis ils ne seront pas en mesure d'aller chercher leur alimentation. Alors, ils vont coter plus fort. Puis, dans le MNA, un peu comme, c'est quel autre test qu'il faut tester proche du zéro? Un peu comme le SMAF. Ben, le SMAF, c'est le contraire. Plus qu'on est proche du zéro, plus on est autonome. Le MNA, plus on est proche du zéro, plus on a un gros problème d'alimentation. Est-ce qu'on a une maladie aiguë ou un stress psychologique dans les 3 derniers mois? Donc, c'est des patients qui ont des gros antécédents médicaux, de l'arthrite surtout, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires. C'est des problèmes de santé qui vont vraiment avoir un impact sur l'alimentation. Donc là, ils coteraient oui. Est-ce qu'on a des problèmes neuropsychologiques? Les patients avec la démence, c'est des patients qui sont à très haut risque de faire de la dénutrition. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas capables de se faire à manger. Ils oublient de se faire à manger. Ils ne ressentent pas autant la faim. Ils ne pensent pas ou ils ne sont pas capables de l'exprimer de la même façon que nous, on est capable de l'exprimer. La 5e question, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, la 5e question, c'est quoi le IMC du patient? Je sais que le IMC, c'est pas, puis on va le voir dans l'évaluation nutritionnelle, c'est pas quelque chose qu'on utilise tant que ça ou qui va nous donner une idée claire qu'on a un problème de dénutrition, mais il reste qu'un patient avec un IMC trop bas est souvent un patient qui est chétif ou
qui est, c'est quoi le mot que je cherche, qui est très maigre, donc il n'est pas juste à risque de dénutrition, il est probablement en dénutrition en ce moment. Donc, c'est quand même un calcul qu'on va utiliser. Ensuite de ça, le dernier point, c'est la circonférence du mollet. Alors, plus le mollet est petit, donc moins on a de muscles parce que c'est la circonférence du mollet et la circonférence brachiale là, du bras. C'est deux mesures qui nous donnent un indice de la musculature. Puis un patient qui n'a pas beaucoup de musculature, c'est souvent un patient qui mange peu ou pas assez de protéines. Donc, si un coup vous avez posé ces 6 questions-là, vous arrivez à une cote qui est près du zéro, ben là, vous allez pouvoir dire, ben peut-être que c'est un patient qui devrait rencontrer la nutritionniste. Donc, si Mme Fraser, 82 ans, hospite pour une détérioration physique suite à la COVID, je voulais le concept. Dans les derniers mois, elle a perdu 10 kg. Donc, clairement, là, déjà, à la question B, elle cote 0, là, parce qu'elle a perdu 10 kg. Elle porte des lunettes, elle dit qu'elle va très bien avec elle. Elle est autonome dans ses AVQ, ses ABD, mais elle fait faire ses courses par sa fille. Donc, dans motricité, on pourrait dire qu'elle cote 1, parce qu'elle est autonome à l'intérieur, mais elle ne sort pas trop du domicile, elle fait faire ses courses par sa fille. Elle dit qu'elle peut avoir beaucoup d'énergie pour faire ses courses. C'est pour ça qu'elle fait faire par quelqu'un d'autre. Vous la questionnez sur ses repas habituels, puis elle vous dit qu'au déjeuner, d'habitude, elle prend un café, une petite toast avec un peu de beurre, un jus d'orange. Elle dîne rarement, puis au souper, elle se contente souvent d'une soupe ou d'un petit sandwich. Bon, donc, juste là, vous avez une bonne idée là, que ça va pas bien. Vous remarquez que ses doigts sont déformés puis elle a de la difficulté à ouvrir son lait. Ils sont déformés parce qu'elle fait, je l'ai-tu écrit? Mais je vais vous le dire, ils sont déformés parce qu'elle fait de l'arthrite. Donc, elle va coter oui à maladie aiguë. Ensuite de ça, son teint est pâle. Elle a un IMC à 17 qui est très bas. Donc, elle va coter à 0 non, attends un peu, oui, à 0 pour l'IMC. Puis, on n'a pas parlé de son mari qui est décédé en quelque part. Ah, ça, je l'avais avant, puis là, je l'ai enlevé, je pense. Est-ce que c'était supposé que ça... Ah oui, c'est ça. Il est en haut. Depuis les derniers mois, elle a perdu 10 kg. Depuis le décès de son mari, il y a maintenant 9 mois. Donc, dans un problème neuropsychologique, elle ne fait pas de démence, mais elle a eu un stress psychologique dans les 3 derniers mois, certainement. Donc, cette madame-là, c'est juste à lire vite, vite. Vous n'auriez même pas besoin de faire le MNA, mais là, pour appeler la nutritionniste, vous le feriez. Question d'avoir une cote puis d'avoir l'air super intelligente. Mais juste à regarder cet exemple-là, c'est clair que la madame, elle a des problèmes. Ensuite de ça, l'échelle gériatrique, je vous ai mis la version 15 questions dans Léa, puis dans le PowerPoint, je vous ai mis la version 4 questions. Donc, 4 questions que vous pourriez poser là, relativement facilement. Vous sentez-vous triste, vous sentez-vous déprimé, sentez-vous qu'il y a un vide dans votre vie, êtes-vous heureux la plupart du temps, là, ils seraient supposés dire non s'ils sont déprimés. Puis, éprouvez-vous souvent un sentiment d'impuissance. Ça vous donne, tu sais, c'est pas un diagnostic de dépression, mais ça donne juste une petite idée. Mon patient, là, en ce moment, ça va pas bien, puis il nécessiterait peut-être un suivi social ou une petite médication là, pour essayer de remonter le moral. L'échelle de Braden, vous l'avez déjà faite, l'échelle de Braden, je suis certaine, en 111, en 211, en 411. Ça évalue 6 paramètres. Encore là, je vous ai mis le formulaire sur Léa, mais vous les avez là, dans tous les milieux hospitaliers. Puis ça évalue 6 paramètres. La perception sensorielle, est-ce que c'est un patient qui sent peu ou pas? Si c'est un patient qui est paralysé ou un patient qui ne se mobilise pas beaucoup, est-ce qu'il est exposé à beaucoup d'humidité? Est-ce que c'est un patient qui porte une culotte puis qui souffre d'incontinence? Est-ce que c'est un patient qui fait de l'activité, qui est capable de se mobiliser? Est-ce que sa nutrition est adéquate? Est-ce qu'il souffre et il est exposé à de la friction ou du cisaillement sévère? Là, à ce moment-là, ça sera un patient soit qui ne bouge pas tout seul au lit puis que c'est nous qui le bougeons, ça c'est la friction. Puis le cisaillement, c'est un patient qui reste beaucoup assis au lit, puis même assis au fauteuil, là, on est exposé à du cisaillement quand on fait ça.
Puis là, je vais vous laisser aller voir le PDF parce que c'est quand même, l'échelle de Braden, c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Alors, le pointage, ça va varier entre 12 et 23. 12 et moins, on est à risque sévère. Donc, plus le chiffre est petit, plus le risque est élevé. Puis, plus le chiffre est grand, moins le risque est élevé. Donc, je vous l'ai dit, le risque de chute, puis l'échelle de Braden, c'est quelque chose que vous allez faire à toutes les semaines parce que les milieux, en tout cas, je ne sais pas à l'Institut de gériatrie, mais je sais qu'à l'URPI et au CHAL, c'est quelque chose qu'il faut évaluer à toutes les semaines pour tous les patients. Donc ça, vous allez en faire en masse en stage. Là, on va pouvoir le pratiquer. Ensuite de ça, je vous fais un petit rappel sur les plaies de pression. Ça vient avec le Braden. Parce que c'est quand même quelque chose que vous avez vu en 111, puis que j'espère que vous avez vu au courant de vos stages. Mais là, tu sais, vos derniers stages, c'était pédiatrie obstétrique, puis chirurgie. Vous avez peut-être un peu oublié c'est quoi. Mais il y a six stades de plaies de pression. Le LTPS, les lésions de tissu profond suspectées, ça ressemble souvent, puis je vous ai mis des images, je pense, après. Oh non, je vous ai demandé de voir les photos dans les c'est vraiment, souvent, ça va avoir l'air d'une ecchymose. On n'est pas mal sûr qu'en dessous de ça, il va se développer une plaie, mais on n'est pas sûr encore, là, c'est-tu juste une ecchymose ou ça va développer une plaie? Puis on le voit très bien dans les photos. La stade 1, c'est une rougeur qui ne blanchit pas. On pèse dessus. Une rougeur, là, parce qu'on a froid, ou une rougeur parce qu'on s'est cogné, on pèse dessus, ça devient blanc, puis ça revient rouge. Si c'est un stade 1, on pèse dessus et ça ne vient pas blanc. Ça reste rouge. Un stade 2, c'est la peau est brisée. On a peut-être encore même une flictène, mais la peau est brisée, sauf qu'il n'y a pas de cratère encore. C'est vraiment la peau superficielle est brisée. La flictène est peut-être éclatée ou est peut-être intacte, mais il n'y a pas de cratère. Le stade 3, c'est celui qui est le plus large. C'est là où il commence à avoir un cratère, mais qui peut avoir vraiment une variante là, de profondeur. Ça peut être juste les premières couches de tissu, ça peut aller dans les tissus gras, ça peut aller vraiment dans le derme plus creux. Fait que le cratère peut varier de relativement peu creux à relativement très creux. Le stade 4, c'est le muscle est exposé, les tendons sont exposés, les os sont exposés. Là, on parle vraiment là, d'une plaie de pression qui est très profonde. Puis c'est une plaie de pression qui peut arriver relativement vite. Là, hein? Ça n'a pas besoin de prendre des semaines à se tramer, ça, ce genre de plaie-là. On peut avoir un stade 1 une journée, puis 2 jours après, on a un stade 4. Le stade X, c'est que la plaie est recouverte d'une croûte qui nous empêche de voir comment creux ça va. C'est rare qu'un stade X, c'est juste un stade 2 en dessous de la croûte. C'est plus souvent qu'autrement, c'est un stade 3, stade 4. Alors là, je vous ai laissé les photos sur Léa, là, si vous voulez aller les voir. Et puis, mon Dieu, pourquoi faire toutes ces évaluations-là? C'est pour être en mesure de bien évaluer nos personnes âgées. Je me demandais c'était quoi cette dernière diapositive-là. C'est des outils qui sont spécifiques, souvent à la personne âgée, puis qui nous aident à mieux les évaluer. Un délirium qui n'est pas soigné, ça peut devenir très grave. Donc, si on est en mesure de détecter un délirium rapidement, on va être en mesure de le gérer rapidement puis de ne pas le laisser aller. La même chose pour un risque de plaie. Si on sait que notre patient est à risque de plaie, on va faire ce qu'il faut. On va le bouger régulièrement, on va s'assurer qu'il boive, on va s'assurer qu'il ne reste pas dans l'humidité, on va s'assurer que sa position est changée au moins aux 2 heures. Le patient est cote au risque de chute, mais on va le surveiller plus, on va lui offrir des aides techniques pour s'assurer que notre patient ne se détériore pas. Donc, toutes les évaluations, tous les outils d'évaluation qu'on vient de voir, c'est des trucs qui sont super importants. Puis, je vais en reparler au cours de la session, au travers des autres cours, là, les troubles cognitifs, le Parkinson, l'arthrite. Ces évaluations-là vont revenir dans ces cours-là. Là, je voulais vous les présenter en bloc pour qu'on les voit complètement avant de partir en stage, mais on va les revoir au cours de la session. Alors, c'est terminé pour l'instant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir!